Elle occupait jadis une place importante dans les milieux savants. Puis est apparu l'horoscope, Cancer, Capricorne ou Bélier, sans oublier bien sûr l'ascendant. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, l'astrologie. L'horoscope, j'y crois assez parce que je le lis presque tous les jours. C'est surtout celle du lendemain que je lis sur le soleil. Et le lendemain, je vérifie si c'est arrivé. Puis assez souvent, ça arrive. Mais tu le lis avant la journée? Oui, une journée à l'avance pour savoir, vérifier vraiment si ça marche. Extrait de micro-trottoir à notre radio, c'était le 7 janvier 1969. Bien avant, il y a 5000 ans, des hommes lisaient le ciel sans même savoir écrire. La distinction entre astronomie et astrologie était alors inexistante. La Renaissance et les Lumières vont plus tard ébranler les croyances, mais l'idée d'un déterminisme astral a la vie dure. Ainsi se développe l'horoscope et les rubriques qui y sont associées. Des caractéristiques communes selon le signe du zodiaque, des prévisions astrologiques selon le thème de l'année. Les observateurs les plus sérieux se livrent ces jours-ci au jeu des prédictions pour l'année 63. Pour ne pas être en reste, nous avons décidé, nous autres, de consulter carrément les astres qui s'expriment par le truchement d'un de leurs oracles, Madame Hélène Huard, astrologue et psychologue. Voici ce que réserve la nouvelle année 1963. Sur le plan social et politique d'abord pour le Canada, sans mention spéciale de parti. Je m'adresserai aux politiciens eux-mêmes et je leur dirai que durant les périodes d'agitation qu'ils viennent de traverser, ils peuvent, s'ils le veulent évidemment, établir ou rétablir la situation sociale rapidement. Cette situation du moment peut toutefois subir des afflictions ou des transformations importantes. De quel côté penchera la balance? Il faudra, et la situation l'exige, des luttes fréquentes, de l'audace, sans témérité toutefois, du courage pour maintenir et progresser. Et ceci dit, par une quadrature Mars et Lune. Les prédictions de l'astrologue Hélène Huard pour le peuple canadien, rien de moins, c'était au micro de Wilfrid Lemoine à notre radio, 1er janvier 1963. Alors pour parler de l'histoire de l'astrologie, mon invité est Serge Brett-Morel, lui-même ancien astrologue, historien, philosophe des sciences. On le joint dans nos studios à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Un mot sur vous d'abord, ancien astrologue, donc astrologue défroqué, c'est ça? Oui, astrologue repenti quasiment. Oui, pourquoi? En fait, j'étais dans l'astrologie autour de l'âge de 20 ans et je me suis vraiment investi dans cette discipline. J'ai été membre du bureau de la Fédération des astrologues francophones et j'ai vraiment milité pour l'astrologie, sa reconnaissance, qu'elle soit enfin acceptée comme une vraie science. C'est ce que je croyais. Et puis, quand même, il y avait tellement de critiques que je me suis dit, il faut quand même... un petit peu essayer de débroussailler tout ça. Et puis je voyais bien que je n'étais pas d'accord avec mes collègues. Et donc je me suis dit, il suffit de prouver l'astrologie, comme ça ce sera réglé. Et en m'attaquant sérieusement au sujet, petit à petit, j'en suis sorti en fait. Parce que, convaincu aujourd'hui que ce n'est pas une science, si je comprends bien. Là. Malheureusement, l'astrologie, depuis longtemps, ne remplit plus du tout les critères qui permettent de définir une science. Ça fait déjà quelques siècles. En fait. Oui. Alors dites-moi, c'est quoi la différence entre astronomie et astrologie? Alors justement, si on veut définir la science du ciel ou une science du ciel, ça va être l'astronomie. Et l'astronomie qui se décline de différentes manières. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment ce qui caractérise le XXIe siècle, c'est l'astrophysique, c'est-à-dire qu'on est capable de parler de la nature des astres. On connaît les astres, on peut faire des prédictions sur l'évolution des planètes, des étoiles, des galaxies, etc., etc. On se heurte vraiment aux lois de la nature, aux lois de la physique, et c'est quelque chose que ne fait pas et n'a jamais fait l'astrologie. Et à ce niveau-là, l'astrologie n'est pas du tout une science. Elle ne pose pas des critères qui pourraient être testés, ou plus exactement, quand on teste ces critères et que ça ne marche pas, le monde de l'astrologie fait comme si de rien n'était. Donc elle ne tient pas compte des réfutations, et elle n'arrive pas à se rapprocher des connaissances contemporaines. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire il y a une vingtaine d'années. Et c'est comme ça que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas possible et que finalement, je m'étais imaginé beaucoup de choses sur l'astrologie, mais il n'y a pas besoin de raisons astrologiques pour expliquer les succès de l'astrologie. Même si la fascination pour les étoiles, ça date pas d'hier. On retrouve ça dans à peu près toutes les cultures et selon toutes les époques, non? Oui, bien sûr, mais chaque civilisation le fait à sa manière. Et l'astrologie occidentale, c'est une astrologie très particulière. Donc elle s'est développée il y a à peu près 2500 ans. Le zodiaque est créé au 5e siècle avant notre ère.
Donc avant le 5e siècle avant notre ère, quand on parle d'astrologie, il faut bien qu'on s'entende pour dire c'est une astrologie sans zodiaque, c'est autre chose. Les devins regardent le ciel, ils regardent les mouvements des planètes et des étoiles, mais on n'est pas du tout dans une logique de signes, de constellations, d'aspects, de maisons, enfin tous des termes qui apparaîtront bien après en Grèce. Oui, tout à fait. Ben, justement, en Grèce, on va écouter un astrologue bien connu, ou astronome bien connu, à ce sujet, un texte de Ptolémée, interprété par le comédien Gilles Pelletier. C'était à notre radio, ça, en mars 1958. Ainsi, je ne cesse de redire que le soleil influence tout ce qu'on trouve sur cette terre. Non seulement par les changements de saison qui apportent la génération des animaux, la croissance des plantes, l'écoulement des eaux, les variations du corps, mais aussi par sa rotation quotidienne autour de la Terre, qui apporte le chaud et l'humide, le sec et le froid, en ordre successif, et en relation avec sa position dans le zodiaque. Il en est ainsi de la Lune, n'est-ce pas, et des autres planètes. Et selon la position de celle-ci, il est possible de savoir si l'air sera sec ou humide. Alors pourquoi ne pourrait-on apercevoir, par rapport à tel homme en particulier, quel sera l'aspect général de son tempérament, par l'étude de la position des astres au moment de sa naissance, et ainsi de prédire les principaux événements de son existence. Les propos du grec Ptolémée, interprétés par le comédien Gilles Pelletier à notre radio en mars 1958 dans nos archives. Là, bien sûr, on est au 2e siècle. Parlons de l'époque moderne. On fait un grand bond dans le temps. Fin 19e, comment apparaissent les signes astrologiques tels qu'on les connaît? Alors, quand on parle des signes astrologiques, de quoi parle-t-on exactement? Donc déjà, d'un point de vue astronomique, quand on suit au fil de l'année la trajectoire apparente du Soleil, il va traverser des constellations. Et par-dessus les constellations, il existe un autre système de repérage qui est celui des signes astrologiques. Le Soleil va suivre une ligne, la ligne écliptique, et autour d'elle, on va construire une bande qu'on va appeler la bande zodiacale. Et dans celle-ci, la plupart des planètes, le Soleil et la Lune, ne sortent jamais. Si on coupe cette bande en 12 parties, donc c'est de la pure géométrie, ça n'a rien à voir avec le ciel malheureusement, rien à voir avec les étoiles, on obtient 12 cases identiques qui sont les signes astrologiques. Alors cette invention-là date du 5e siècle avant notre ère en Mésopotamie. Aujourd'hui, les signes astrologiques servent aux astrologues à repérer les positions des planètes, du Soleil, de la Lune, à les inscrire dans ce qu'on appelle le zodiaque. Et à partir de là, l'astrologue va tirer des interprétations des positions des planètes. Ensuite, si le Soleil se trouve au moment de votre naissance dans tel signe, on pourra dire que vous êtes du signe en question. Si c'est le Capricorne, vous êtes du signe Capricorne, etc. Au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en France en tout cas, l'astrologie a quasiment disparu. Depuis la fin du XVIIe siècle et ce qu'on a appelé l'affaire des poisons, les astrologues et les devins ont été expulsés de France et donc il est très très mal vu de pratiquer l'astrologie. Elle est sortie des sphères savantes à ce moment-là. Et parallèlement à cela, des mouvements spirituels ont pris de la place, se sont installés, etc. Et apparaît un mouvement qu'on appelle l'occultisme. Et vers la fin du XIXe siècle, en fait, ce mouvement constate les progrès de la science exacte, la physique, les mathématiques, etc. Et ces personnes se disent, mais quand même, ce qu'ils appellent les sciences occultes, les sciences ésotériques, qui pour eux disent des choses sur le monde, mais qui sont d'un autre domaine que ce qu'étudient les sciences exactes, ils se disent, mais utilisons la méthode scientifique et essayons de faire le tri un petit peu dans ces sciences venues de l'Antiquité pour en retirer le meilleur, quitte à mettre de côté certaines choses. Et c'est comme ça que certains vont reprendre l'astrologie et essayer d'en faire quelque chose avec une approche un petit peu scientifique. Il y a en même temps, parallèlement, des programmes psychologie, donc on mélange les deux. Voilà, c'est ce qui va se passer en tout cas pour les astrologues. Ils vont vraiment s'intéresser à la psychologie parce que la psychologie parle d'un monde intérieur. En fait, il y a des astrologues qui se disent quand même, on a une grande tradition qui est celle du macrocosme et du microcosme. Le macrocosme, c'est le cosmos, c'est le monde à très grande échelle, et le microcosme, pour les astrologues, c'était l'être humain jusqu'à présent. Mais en fait, avec la psychologie, on va
encore plus profondément, c'est pas seulement l'être humain qu'on va étudier, c'est son intériorité, son monde intérieur. Et ça parle beaucoup aux astrologues, et certains vont vraiment essayer d'établir des parallèles et en fait s'inspirer des questionnements psychologiques, et l'astrologie va devenir réellement introspective, et beaucoup plus qu'elle ne l'était auparavant. Auparavant, l'astrologie est beaucoup plus événementielle. On vient plus consulter l'astrologue, non pas pour ce qu'on est, mais plutôt ce qu'on vit et ce qu'on est amené à vivre. Et ce qui va populariser, évidemment, l'astrologie dans le grand public, ce sont les rubriques dans les journaux, les fameuses colonnes d'horoscope. Alors, comment elles apparaissent, ces fameuses colonnes d'horoscope? On a une enquête qui existe sur l'origine des horoscopes de presse. Elle a été conduite à la fin des années 60 par un groupe de sociologues qui s'étonnaient avec toute la société du retour de l'astrologie. On ne comprenait pas comment cette vieille croyance pouvait revenir. En fait, elle a commencé à se redévelopper pendant toute la première moitié du XXe siècle, mais les astrologues restaient un petit peu entre eux, si vous voulez. C'était très marginal. On a vu pas mal de revues apparaître, de revues très éphémères d'astrologie. On a vu des associations, il y a eu des congrès, ce genre de choses, mais ça concernait vraiment un tout petit nombre de personnes. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que vraiment l'astrologie explose. Et on pense que c'est grâce à la rubrique de l'horoscope signe par signe que l'astrologie a pu toucher le plus grand nombre. Et en fait, moi j'ai voulu vérifier un petit peu cette enquête il y a quelques années, et autant les personnes dans les années 60 fixaient l'origine des horoscopes dans les années 30, autant j'ai réussi à remonter à en trouver jusqu'au 19e siècle justement. Donc les horoscopes en fait ont eu une petite histoire, ils prennent différentes formes. Ça commence en fait au moment de l'occultisme, la période de l'occultisme qu'on a évoquée tout à l'heure. Et à ce moment-là, on a une petite rubrique qui apparaît dans certains journaux populaires, enfin très très peu d'ailleurs. On est dans un moment où les personnes sont motivées pour essayer de montrer que l'astrologie est une science et qu'elle mérite d'être étudiée, il faut la promouvoir, etc. Et il y a une petite rubrique dans la rubrique astrologique qui est appelée horoscope. Et c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que les astrologues du moment appellent une consultation abrégée. Donc l'idée n'est pas du tout de produire pour l'instant des prédictions collectives, comme ce sera le cas plus tard, mais les gens écrivent, posent des questions sur ce qui leur arrive, et l'astrologue répond dans le journal en 3 lignes. Donc le format va être à peu près le même que plus tard, mais là en fait on répond à une personne. Et ça va durer comme ça pendant quelques dizaines d'années. On va retrouver aussi le professeur Enigma en France qui, dans les années 1910 et 1920, répond au courrier des lectrices par l'astrologie. Donc c'est comme ça que la rubrique continue d'exister. Et c'est vraiment dans les années 30 qu'on commence à trouver les premiers horoscopes collectifs. Alors en Angleterre, c'est Naylor qui fait ça dans le Sunday Express. Au moment de la naissance de la princesse Margaret, il profite de cet événement-là pour arriver à produire une rubrique dans un journal, puisqu'auparavant ça n'existait pas. En France, c'est en 1932, dans le Journal de la Femme, qu'on a les premiers horoscopes collectifs, mais ce sont des horoscopes tout à fait impersonnels. C'est-à-dire qu'on fait les mêmes prévisions pour tout le monde, pour la population en général. On n'est pas encore dans des prédictions personnalisées. Il faudra attendre quelques années pour que certains astrologues essayent de proposer un format avec des prévisions classées signe par signe. Et à ce moment-là, on a les premiers horoscopes de presse signe par signe. Mais on est dans la deuxième partie des années 30, juste avant la Seconde Guerre mondiale, et ça n'aura pas le temps vraiment de prendre, et la guerre va couper tout ça. Et après, tout recommence après la Seconde Guerre mondiale, et là, les horoscopes vont vraiment intégrer la grande presse et toucher une grande partie de la population, et ça va lancer en fait la mode de l'astrologie des 12 signes. Intéressant. Donc, oui, dès quel signe? Ben ça, on le connaît beaucoup plus tard avec les prévisions collectives. Puis là, on attribue des caractéristiques communes aux différents signes du zodiaque. Là, le taureau est têtu, le cancer est sensible, le lion, il est flamboyant. À ce sujet, ben tiens, on va écouter l'émission Présent à l'écoute. C'est à notre radio, ça, dans les années 80, avril 1986. Madame Dubois de Montréal. Bonsoir, Madame Dubois. Bonsoir, monsieur. Moi, je crois à l'astrologie en ce sens que j'ai une grande famille et puis je regarde pas ceux de tous les jours qu'on dit d'après que cette affaire-là, non. Mais le fond du caractère, comment se fait-il que s'il y a 5 béliers dans la famille, ils se ressemblent toutes, les balances se ressemblent toutes, c'est pas possible.
Puis comme les Gémeaux sont des signes doubles qu'il faut quelqu'un, puis les Vierges qui sont de la maison, ils aiment la maison, puis le Scorpion aime conduire ses affaires, ainsi de suite. Ils se ressemblent tous ceux à qui je parle et toute ma famille. On est bien forcé d'y croire, alors, hein? C'est une vérité. Ouais. Puis moi, je suis un bélier, puis c'est épouvantable. Je n'ai jamais pu me faire d'amis parce que je dis tout ce que je pense. À vous voulez conquérir, paraît-il. Puis je me suis acceptée depuis que j'ai étudié l'astrologie. J'ai dit, ben écoute, donc je suis née comme ça. Je vais essayer à faire de mon mieux, mais je suis pas capable de me changer. Qu'est-ce qui fait qu'on associe justement des caractéristiques à des signes en particulier? Eh bien ça, en fait, on ne sait pas exactement. On ne sait pas exactement. Il y aura encore beaucoup de travail à faire à ce sujet. On pense que ça apparaît vraiment en Grèce, alors que le zodiaque vient de Mésopotamie, mais les Grecs étant beaucoup plus individualistes, le fait qu'ils aient un petit peu détourné cette croyance mésopotamienne et qu'ils l'aient appliquée à eux-mêmes, c'est quelque chose qui n'est pas très très étonnant. L'idée au départ, c'est que les dieux ont des choses à dire sur les affaires du monde, les affaires des hommes. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas quelque chose à dire aussi sur les affaires de chacun ? L'idée est là. Après, aujourd'hui, aucun astrologue ne peut expliquer pourquoi le bélier serait tel qu'il est, impulsif, pourquoi le lion serait flamboyant et ce genre de choses. On appelle ça une tradition. En tout cas, c'est le prétexte ou l'excuse qu'on donne, mais personne n'est capable d'expliquer pourquoi. Et ce qui pose vraiment problème, c'est que le symbolisme des signes astrologiques est souvent, on va dire, construit ou corrélé un petit peu au symbolisme saisonnier. Et c'est très problématique parce que les saisons européennes, les saisons de l'hémisphère nord ne sont pas les mêmes que les saisons de l'hémisphère sud. Et pas non plus les mêmes que celles qu'il y a entre les tropiques. Donc le symbolisme astrologique, normalement, n'est pas universel, alors que l'astrologie a des prétentions d'universalité. Oui, tout à fait. Il y aura bien sûr des critiques, et avec l'astrologie qui se répand un petit peu partout, puis qu'on voit dans la grande presse, à partir, vous l'avez dit, des années 30, les années 40 et suivantes. Comment vont-elles se manifester, ces critiques-là? Alors, il y a énormément de critiques qui apparaissent, tant, j'ai envie de dire, sociales que scientifiques, psychologiques, sociologiques, etc. Il y a énormément de travaux qui ont été conduits sur l'astrologie, mais aussi sur la croyance astrologique. Et par exemple, pour rebondir sur l'extrait précédent, la notion de prophétie autoréalisatrice explique déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand les gens s'intéressent à l'astrologie et qu'ils s'y reconnaissent, il y a une forme de système de confirmation qui fait qu'ils vont se trouver confirmés dans ce qu'ils sont et ils vont continuer à être de la manière dont le décrit leur signe astrologique. Et pour eux, ça va vraiment devenir quelque chose de vrai et quelque chose qu'il faut suivre. Et comment dire, si vous avez dans votre entourage des gens qui croient dans les signes astrologiques, ils peuvent plus ou moins vous influencer pour que vous conduisiez un petit peu comme ils attendent que vous conduisiez. On est à la limite des stéréotypes astrologiques. Donc il y a des raisons qui peuvent expliquer que, surtout dans des familles, dans des milieux, je dirais, un petit peu fermés, si des gens croient en l'astrologie, eh bien, en fait, l'entourage va être confronté à des contraintes qui font qu'ils vont pouvoir un petit peu se conformer. Et c'est pour cette raison qu'il est important de tester les choses à plus grande échelle. Et dans ces cas-là, eh bien, on se rend compte que c'est plus du tout aussi simple. Notamment quand on demande à des gens qui ne connaissent pas l'astrologie de retrouver le portrait de leur signe astrologique parmi plusieurs, eh bien, ils ne le retrouvent pas ou quasiment pas. Donc, contrairement à l'évidence, non, les béliers ne sont pas impulsifs, pas forcément plus que les autres. Et puis, les lions ne sont pas forcément plus flamboyants. La psychologie, d'ailleurs, a vraiment permis de mettre plein de nuances dans la description des personnalités. Et on n'est jamais vraiment totalement extraverti ou totalement introverti. Ça dépend beaucoup des contextes, finalement. Oui, tout à fait. Puis souvent, on entend, oui, mais c'est mon ascendant qui compte. Hein. On l'entend souvent également. En tout cas, la popularité de l'astrologie va en hériter plusieurs dans les années 70. Un exemple ici, Guy Baudet, physicien, professeur de physique à l'Université de Montréal. C'était à notre radio en septembre 1970. Pourquoi les professeurs de physique se lancent-ils à leur tour dans ce débat concernant l'astrologie? En physique, nous étudions entre autres l'astronomie. Alors, tous les gens de physique comprennent l'astronomie. Disons, du moins pas tous de la même manière, mais au moins toutes les bases de l'astronomie sont comprises par tout le monde. C'est de la mécanique classique, pour nous, pure et simple. Alors, à ce moment-là, il est très facile de partir de là et d'étudier l'astrologie et de voir s'il y a du vrai dedans ou non. Alors, nous l'avons fait. Quelques-uns d'entre nous avons pris un livre sur l'astrologie, nous avons étudié le système et nous avons simplement essayé de comparer d'où viennent ces lois. Ils ont certaines lois dans l'astrologie. Par exemple, on dit que la Lune est bienfaisante,
Vénus est bienfaisante, humide. Mars est maléfique. Et pour nous, évidemment, en physique, ce sont des tas de roches. On se demande comment des tas de roches peuvent-ils être bienfaisants ou malfaisants, des choses de ce genre-là. Le Soleil et la Lune ont une influence égale sur tout le monde. Ça n'a pas d'importance si vous êtes né en avril ou en juin. Alors, il n'est pas question de mauvaise ou de bonne influence suivant qu'on est né en hiver ou en été? Non. Est-ce que pour vous, tous les astrologues sont des charlatans ou des fumistes, ou s'il y a des exceptions? Non, il n'y a pas d'exception. Ils se servent tous des mêmes principes de base. Ils sont peut-être charlatans à différents degrés, mais ils sont tous des charlatans. Constat qui est sévère sans doute, charlatan et fumiste, mais l'astrologie, on le comprend, elle est comme ça, présente depuis très 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 longtemps. Est-ce qu'on peut y associer un âge d'or? Est-ce qu'il y a un âge d'or associé à l'astrologie? Alors oui, il y a plusieurs âges d'or en fait associés à l'astrologie. Souvent, l'astrologie accompagne les civilisations elles-mêmes. Donc, quand une civilisation s'effondre, la tradition astrologique avec, mais elle va réapparaître ailleurs. Donc, on a l'habitude de dire que c'est vers la Renaissance qu'on a un âge d'or de l'astrologie, en tout cas en Europe. Et sinon, si on vient dans les périodes plus récentes, c'est vraiment, oui, dans les années 70-80 que l'astrologie a été vraiment, vraiment à la mode. Et elle revient quelque part à la mode aujourd'hui, mais un peu différemment de ce que c'était dans les années 80. Et pourquoi? Comment vous l'expliquez, ça, que l'astrologie revient à la mode aujourd'hui? Alors, il y a différentes explications qui sont invoquées. Moi, j'avoue qu'elles me convainquent pas énormément. Ce qu'on aime bien considérer, parce qu'il y a des études qui l'ont montré plusieurs fois, c'est que quand les personnes dans leur vie ont ce qu'on appelle un sentiment de manque de contrôle, alors elles se tournent plus souvent vers des disciplines un peu ésotériques pour essayer tout simplement de trouver des réponses ailleurs, puisqu'elles n'en trouvent pas dans leur vie quotidienne et rationnellement. Donc, avec la crise de la Covid notamment, on a vu vraiment une explosion sinon des croyances, en tout cas de l'intérêt pour des croyances un peu ésotériques, plus spirituelles. Et il est facile d'associer ça au confinement qu'on a vécu, qui ont créé vraiment des crises d'angoisse chez beaucoup de personnes. Moi, je me demande si c'est pas quand même... c'est une explication, en tout cas, qu'on peut pas rejeter, mais je pense qu'il y a beaucoup de corrélations là-dedans. Et en fait, on voit que l'astrologie, notamment, a explosé sur des plateformes comme Instagram et sur TikTok. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est vraiment que la crise de la Covid, ayant provoqué des confinements, les gens ont dû s'occuper pendant des journées entières quand ils étaient chez eux. Et donc, pour s'occuper, ils sont allés sur ces plateformes et se sont retrouvés au contact justement de croyances, et ils n'auraient peut-être pas été au contact de ces croyances-là. Et pour ce qui est de l'astrologie, qui est le sujet que je connais, je sais quels sont tous les biais qui permettent d'adhérer un petit peu aux descriptions qu'on fait de soi-même, aux explications qu'on donne sur les événements. Dans un de vos extraits, on entendait une astrologue qui conseillait des politiques. L'astrologie est très très forte pour colorer des événements qu'on connaît déjà après coup. Et dit avec des mots astrologiques, on a l'impression que c'était prévu en fait. Mais quand l'astrologue interprète après coup, il est très fort parce que son système est vraiment très très propice à ces interprétations-là. Les prévisions, c'est beaucoup plus compliqué. Mon invité, je rappelle, le Serge Brett Morel, il est lui-même un ancien astrologue, historien, philosophe des sciences. Il nous parlait depuis les studios de Radio France à Bordeaux, en France. Merci beaucoup d'avoir été là. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation. Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier là-dessus. Bonne soirée. À demain. Au revoir.